Tout a commencé par une lueur le 6 août 2025. Un moment si calme, si stérile dans un laboratoire et pourtant si profondément inquiétant par ses implications. Le télescope spatial James Webb, l'observatoire le plus puissant de l'histoire de l'humanité, a été contraint de passer en mode d'urgence. Non pas à cause d'une supernova ni d'un trou noir, mais à cause de quelque chose de bien plus proche et de bien plus terrifiant. Une comète, ou du moins quelque chose qui y ressemblait, désignée comme 3 Atlas. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un autre vaisseau interstellaire errant, froid, silencieux et prévisible. Mais lorsque les capteurs Webb se sont activés et que la première vague de données a afflué, ce qu'ils ont capturé n'était pas seulement inattendu, c'était impossible. La signature chimique révélée ne correspondait à aucun modèle naturel. Les proportions étaient grotesques, les éléments incohérents, le comportement erratique. Et à mesure que les données continuaient d'affluer, une crainte commença à s'insinuer sournoisement dans l'esprit de chaque astrophysicien suivant la retransmission. Et si ce n'était pas une comète du tout? Et si c'était quelque chose qui sentait? Le premier signe alarmant provenait de la coma de la comète, cette enveloppe de gaz brillante entourant son noyau. Normalement, à cette distance, 6 unités astronomiques du Soleil, une comète devrait être inerte, figée, immobile. La lumière solaire y est trop faible pour provoquer une activité significative. Mais 3-2 Atlas étaient déjà actives, et même très actives. James Webb a détecté des raies spectrales dominées non pas par la vapeur d'eau comme prévu, mais par le dioxyde de carbone, en grande quantité, 8 fois plus que d'eau. Ce rapport, 8 pour 1, était non seulement inhabituel, mais sans précédent. Les comètes classiques atteignent rarement un rapport de 0,7. Même Borisov, le dernier visiteur interstellaire, se situait autour de 0,5. C'était tout autre chose, un corps qui crachait du dioxyde de carbone à un rythme inexplicable par la température ou la proximité du Soleil. Comme si cet objet avait été conçu pour libérer précisément ce composé dans des conditions où la nature ne le permettait pas. Plus étrange encore, sa comète était d'une finesse fantomatique. Presque pas de poussière, pas de débris solides, pas de chaos habituel, juste du gaz. Des émissions gazeuses contrôlées, régulières et très spécifiques, suggérant une chimie différente, étrangère à notre compréhension de la formation des comètes. À mesure que le télescope Webb se rapprochait, la situation s'assombrissait. Ses capteurs détectaient quelque chose d'encore plus inquiétant que du gaz, du nickel. Des raies spectrales de nickel, fortes et régulières, commencèrent à apparaître dans les bandes ultraviolettes et proches infrarouges. Non pas des traces, ni des anomalies, mais des signaux puissants, clairs, répétitifs et bien réels. Les raies du nickel se superposaient parfaitement au bruit de fond, leur concentration augmentant à mesure que l'objet se rapprochait. À 3,8 unités astronomiques, le signal dépassait déjà 10 puissance moins 20 et 1 atome par seconde. À 2,85 unités astronomiques, elle avait augmenté d'un ordre de grandeur. Mais le plus choquant n'était pas la présence de nickel, mais ce qui manquait, le fer. Sur tous les instruments, du réseau au très grand télescope en passant par Gemini, le fer était absent, indétectable, inactif. Aucun signal, aucune trace, même pas un bruit de fond. Et ce n'est pas normal. Dans toutes les comètes et météorites naturelles jamais observées, le nickel et le fer sont indissociables. Leur rapport est étroitement lié, une part de nickel pour 15 parts de fer, et ce jusqu'à présent. 3 Atlas ont enfreint cette règle de la manière la plus brutale qui soit. Le nickel y était plus de 40 fois plus abondant que le fer. Aucun processus naturel connu ne peut engendrer une telle séparation. En laboratoire, séparer ces métaux exige de l'énergie, des machines et une intervention humaine. Et là, dérivant silencieusement dans l'espace, se trouvait un objet qui accomplissait cette séparation, passivement ou peut-être pas du tout. Avant même que les signatures chimiques ne soient entièrement décodées, quelque chose d'autre a attiré l'attention du réseau de suivi de l'étoile panstellaire. L'objet 3 Atlas accélérait, mais pas comme une comète, ni sous l'effet du rayonnement solaire ou de la pression. Il était trop éloigné du Soleil et trop froid pour que les jets de sublimation puissent générer une telle impulsion. Pourtant, en seulement 72 heures, sa vitesse a augmenté de 0,12 mètres par seconde carrée.
Ce chiffre peut paraître faible, mais pour un corps de 11 km de diamètre, soit la taille d'une ville, une telle accélération est considérable. Imaginez un paquebot de croisière prenant de la vitesse en pleine mer d'huile, sans moteur. Le changement n'était pas progressif. Les analystes observaient des micro-sauts, des fluctuations saccadées se superposant à la trajectoire principale, comme si un élément interne s'allumait et s'éteignait sans cesse. Les tentatives d'explication par dégazage, fracture de la croûte ou vent solaire échouèrent. Aucune ne parvenait à reproduire le rythme. Aucune ne pouvait expliquer la régularité, car elle était indéniable. Toutes les 7,2 heures, l'Atlas à 3 yeux s'illuminait brusquement, de façon prévisible, tel un phare. La courbe de luminosité n'était pas chaotique comme celle de débris en mouvement. Elle était d'une précision d'horlogerie. Certains évoquèrent une surface plane captant la lumière du soleil. D'autres proposèrent une structure creuse en rotation. Mais une chose était claire, ce n'était pas une roche. C'était un objet en mouvement précis. Et c'est là que la science commence à vaciller. Car lorsque toutes les autres hypothèses sont écartées, lorsque la sublimation, le hasard et les structures chaotiques échouent, il ne reste qu'une possibilité que personne ne veut envisager. Cet atlas à 3 yeux est conçu, construit, fabriqué. Peut-être pas intentionnellement. Peut-être s'agit-il de débris. Un fragment. Un vaisseau abandonné d'une civilisation disparue avant même que la Terre ne se couvre de forêts. Mais peut-être est-ce pire encore. Quelque chose de vivant, une sonde toujours active, un mécanisme qui réagit encore, un système qui nous observe et qui nous est indifférent, un système qui suit une trajectoire non pas dictée par la nature, mais par une conception délibérée. Car aucune comète ne devrait se réveiller dans le froid glacial, émettre du nickel métallique sans fer, accélérer sans carburant et tourner sur elle-même avec un rythme mécanique. Et pourtant, la voilà qui accomplit tout cela devant nos meilleurs instruments, sans chercher à se dissimuler. La prise de contrôle par James Webb n'était pas qu'une simple réaction technique. C'était un murmure de panique, un consensus tacite. Ce n'est pas normal. Que c'est peut-être la première fois que nous observons directement une machine extraterrestre. Et même si nous nous trompons, le simple fait que nous ne puissions plus faire la différence, voilà l'avertissement. Alors que les données d'accélération suscitaient le débat dans les observatoires, une nouvelle information a émergé, encore plus difficile à ignorer, la courbe de lumière. Les données photométriques de Gemini Sud, le télescope spatial expérimental, ont révélé une augmentation périodique de la luminosité, correspondant à 3 points de l'atlas oculaire toutes les 7,2 heures. Ce phénomène en soi ne serait pas inhabituel. De nombreuses comètes et astéroïdes tournent sur eux-mêmes et réfléchissent la lumière du Soleil selon des schémas répétitifs. Mais il ne s'agissait pas d'une rotation chaotique. Les pics de luminosité étaient trop nets, trop précis. Elles ne s'estompaient pas progressivement, ni ne vacillaient de façon irrégulière comme la rotation d'une pierre irrégulière. Elles apparaissaient et disparaissaient comme un phare s'allumant et s'éteignant à intervalles réguliers. Même lorsque les émissions de gaz augmentaient et que l'objet accélérait, ce rythme lumineux restait inchangé. Il conservait son cycle comme un métronome. Cette stabilité suggérait une structure bien plus complexe, une réaction à la lumière solaire non pas aléatoire, mais précise. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une voile solaire, une large structure réfléchissante conçue pour capter le rayonnement solaire. Un tel système pourrait, en théorie, expliquer à la fois l'accélération et le clignotement régulier. D'autres ont proposé une plateforme rotative à panneaux plates, mais tous s'accordaient sur un point. Ce comportement ne correspondait à aucun objet naturel connu. Ce n'était pas une rotation, c'était un signal, une impulsion mécanique. Et à chaque passage, elle murmurait le même message aux instruments qui l'observaient depuis la Terre. « Je ne suis pas ce que vous croyez. » Le moment où tout a basculé n'est pas venu de l'objet lui-même, mais du. Des observateurs étaient en train de l'observer. Le 6 août, à 2h11 GMT, les observatoires terrestres ont envoyé une alerte au centre de contrôle en ligne. Les données spectrales provenant d'autres télescopes étaient alarmantes. Émissions de CO2 hors normes, pics de métallicité et une courbe de vitesse soudaine et incohérente avec les lois de la gravité. C'est alors que l'incident s'est produit.
le déclenchement d'une procédure d'urgence, un protocole extrêmement rare qui interrompt toutes les observations programmées et détourne le télescope spatial James Webb de sa mission à long terme visant à étudier une anomalie unique. Cette procédure, qui gaspille un temps précieux, du carburant et un budget considérable, n'a été mise en œuvre qu'une poignée de fois depuis le lancement du télescope et jamais auparavant pour un objet interstellaire. En quelques minutes, la demande de dérogation a franchi les comités, ignoré les échéanciers du projet et est arrivée directement sur le bureau du responsable scientifique du projet. L'approbation devait être unanime et elle l'était. Le réseau pivota, ses instruments furent recalibrés et à 2h17 GMT, il se verrouilla sur 3 Atlas grâce à l'instrument NIRPC. Ce que les premiers paquets de données révélèrent n'était pas seulement étrange, c'était historique. Les spectres ne portaient pas la signature glacée d'une comète. Ils révélaient une chimie du carbone si extrême, si volatile, qu'elle faisait paraître tous les corps célestes connus du système solaire inoffensif. La décision de passer outre n'était pas seulement un choix scientifique, c'était une alarme silencieuse. Le télescope le plus performant jamais construit venait de suspendre l'observation du cosmos pour traquer une machine. Plus les scientifiques analysaient les données de Webb, plus il devenait difficile d'y trouver des éléments familiers. Le rapport dioxyde de carbone/O était complètement anormal. Mais c'est le profil métallique qui a bouleversé toutes les règles. Dans chaque comète, chaque astéroïde, chaque météorite étudié, le fer et le nickel voyagent ensemble. Ils naissent dans les mêmes forges stellaires, liées par les lois de la physique et fusionnés lors d'explosions millénaires. Leur proportion peut varier légèrement, mais leur association est absolue. Pas ici. Dans 3 spécimens d'Atlas, le nickel était omniprésent et le fer avait disparu. Ni réduit, ni masqué, simplement disparu. Tous les contrôles se sont révélés concluants. Les équipes du spectrographe ultraviolet ont comparé plus d'une douzaine de raies spectrales connues du fer. Aucune n'est apparue. Le nickel, en revanche, a illuminé le spectre comme un projecteur, avec des longueurs d'onde superposées à 3415, 3524, 3769 angstroms et plus, nettement au-dessus du bruit de fond. Le seul procédé connu capable d'une telle séparation en laboratoire requiert une chimie de haute énergie, des pressions industrielles et un contrôle précis. L'équipe a proposé une explication. La présence de carbonyle de nickel, un composé volatile qui se vaporise à seulement 43 degrés Celsius. Mais même cette molécule est rare et n'explique pas l'absence totale de fer. Il en résulta une signature spectrale qui ne correspondait à rien de naturel. Ni à Borisov, ni à Oumuamua. Elle ne correspondait à rien. Une composition chimique si déséquilibrée, si délibérée, que même les plus conservateurs commencèrent à se demander quel genre de lieu, quel genre de monde ou quel genre de technologie a pu engendrer cela. Le plus étrange dans ce mystère qui se dévoile ne vient pas des confins de l'espace. Il vient de la Terre, des musées, des tombeaux, des textes anciens qui évoquent du fer venu du ciel. Les Égyptiens l'appelaient « métal du ciel ». La lame enterrée avec le roi Toutankhamon contient près de 11% de nickel, une teneur impossible à reproduire avec les outils de l'époque, mais qui correspond parfaitement à la signature chimique des météorites. Les scribes babyloniens décrivaient des étoiles filantes et des pierres incandescentes, toujours associées à des présages de guerre et de destruction. Dans l'ancien Proche-Orient, des objets d'élite, bagues, perles, poignards, semblent avoir été façonnés dans des métaux plus riches en nickel que n'importe quel minerai terrestre. Des métaux tombés du ciel qui ont brillé et qui ont inspiré à la fois admiration et crainte. Et aujourd'hui, en 2025, nous scrutons à nouveau le ciel et y découvrons la même signature. Une forte teneur en nickel, aucune trace de fer et aucune origine connue. Le motif de Widman, ces bandes cristallines que l'on ne trouve que dans les métaux formés dans l'espace, est gravé dans des reliques plus anciennes que des villes. Historiens et physiciens s'interrogent désormais. Personne n'a jamais osé. Déinemio do. Et si ces objets n'étaient pas de simples fragments météoritiques, mais la preuve d'un contact? Et si ces métaux n'étaient pas de simples débris stellaires, mais les vestiges d'un monde antérieur déjà disparu?
C3 Atlas n'était pas qu'une nouvelle anomalie, mais le prochain chapitre d'un livre très ancien que nous commençons à peine à lire? Alors que les scientifiques poursuivaient l'analyse des émissions riches en nickel et en CO2, un chercheur du Caltech a remarqué un phénomène inquiétant dissimulé dans les données thermiques. Dans les motifs lumineux de 3 satellites Atlas se cachait un rythme électromagnétique subtil mais constant. Une impulsion de fréquence trop régulière pour être aléatoire, mais trop faible pour être émise intentionnellement. Les capteurs du réseau l'avaient enregistré, mais l'avaient d'abord attribué à un bruit de fond. Or, il n'en était rien. Lorsque les données d'émission ont été sonifiées, c'est-à-dire converties en signaux audibles, un battement répétitif s'est révélé. Ni musique, ni langage, mais quelque chose d'encore plus glaçant, une cadence mathématique, des intervalles premiers, des suites de Fibonacci, des harmoniques géométriques qui faisaient écho à des structures présentes dans l'ADN, la croissance cristalline et la conception de l'architecture antique. Le signal n'était pas assez puissant pour se propager dans l'espace, mais suffisamment pour être perçu par tout observateur à proximité. Autrement dit, c'était une trace, une sorte d'empreinte cosmique inscrite non pas dans les ondes radio, mais dans le comportement même de l'objet. Et si nous pouvions l'entendre, d'autres le pouvaient aussi. La question n'était pas de savoir à qui le signal était destiné, mais qui d'autre l'avait déjà perçu. Quelques jours seulement après que le piratage du réseau ait suscité l'attention du monde entier, des géophysiciens de l'hémisphère sud ont commencé à détecter des anomalies dans le champ magnétique terrestre. D'abord considérées comme des fluctuations dues à une faible activité solaire, leur origine est devenue de plus en plus difficile à ignorer. En plusieurs endroits, en Antarctique, en Argentine et en Australie occidentale, des impulsions ULF, ultra basse fréquence, identiques ont été enregistrées, espacées de 7,2 heures, correspondant exactement à la périodicité de la courbe de lumière de 3 satellites Atlas. Ces impulsions ne suivaient pas le schéma des tempêtes solaires ou des éclairs. Elles ne provenaient pas de l'espace, mais de l'intérieur même de la Terre. De plus, elles reflétaient la structure de la fréquence thermique dissimulée dans les émissions de l'objet. Quelque chose au plus profond de la Terre avait commencé à résonner, non pas bruyamment, non violemment, mais de façon rythmique, comme pour répondre, se coordonner, à l'instar d'un diapason captant le bourdonnement d'une mélodie oubliée. L'idée que les systèmes anciens de la Terre, tectoniques, électromagnétiques, voire biologiques, puissent se synchroniser avec un phénomène traversant le système solaire est terrifiante. Non pas parce qu'elle sous-entend un danger, mais parce qu'elle évoque l'histoire. Que ce n'est peut-être pas la première fois que la Terre a déjà perçu cette fréquence, et que ce qui était en sommeil venait de se réveiller. Tracé de son point d'entrée à sa trajectoire de sortie projetée, le parcours de 3 Atlas révèle une perfection presque trop parfaite. L'objet ne se contente pas de se déplacer dans l'espace sous l'effet de la gravité. Il navigue. Il esquive. Sa trajectoire évite tous les corps majeurs du système avec une précision remarquable, se faufilant entre les puits gravitationnels comme un vaisseau spatial suivant un parcours préprogrammé. Comparé aux trajectoires cométaires naturelles, chaotiques, déformées et soumises à une forte réactivité gravitationnelle, cet objet se comporte avec une intentionnalité troublante. Dans des simulations, des astronomes ont intégré les données de 3 atlas oculaires dans des modèles de trajectoire utilisés pour les manœuvres de fronde planétaire, du type de celles employées par la NASA pour planifier les missions interplanétaires. Le résultat? Une correspondance à 92,6% avec les trajectoires de vol prévues. Puis, un phénomène encore plus troublant est apparu. Prolongé dans le temps, sa trajectoire traverse un étroit couloir spatial juste au-delà de l'orbite de Saturne. Certains y voient l'emplacement d'un hypothétique point d'apesanteur gravitationnelle, voire une vaste porte d'entrée vers l'héliopause externe. En bref, l'objet ne dérive pas. Il s'éloigne, et ce avec une coordination jamais observée dans aucun corps céleste connu. Le calendrier, le positionnement, l'accélération, tout cela indique non seulement un voyage, mais aussi une navigation, non pas une découverte, mais l'exécution d'une mission. L'une d'elles, semble-t-il, est presque achevée. Puis, tout est devenu noir. Alors que James Webb s'apprêtait à effectuer une nouvelle série de relevés à haute résolution,
Au moment même où l'objet passait à moins de 2,5 unités astronomiques, 2,5 unités astronomiques du Soleil, les émissions de 3 atlas oculaires, tant chimiques que thermiques, ont commencé à s'estomper. Les raies spectrales du nickel ont diminué d'intensité. L'émission de dioxyde de carbone a ralenti. La courbe lumineuse périodique s'est aplatie. Puis, soudainement, l'objet est passé sous le seuil de détection de Webb, non pas à cause de la distance ou d'un obstacle, mais parce qu'il avait complètement cessé de briller. Il ne s'agissait pas d'une extinction naturelle, mais d'un arrêt brutal. Tout comportement observable a cessé en l'espace de 11 heures. Des instruments du monde entier l'ont confirmé, Gemini, Subaru, le très grand télescope. Même des télescopes infrarouges terrestres au Chili ont enregistré le même phénomène. 3 atlas s'étaient éteints. Le silence fut immédiat, délibéré, presque comme un camouflage, ou pire, comme la fin d'une transmission. Car si 3 atlas avaient transmis, émis et réagi jusqu'à présent, peut-être ne se cachait-il pas. Peut-être cherchait-il, s'activait-il, testait-il. Et lorsqu'il eut trouvé ce qu'il cherchait, il s'arrêta tout simplement. Comme une machine qui s'éteint après avoir exécuté son dernier protocole, nous laissant non pas avec des réponses, mais avec l'horrible constatation que nous n'avions jamais eu le contrôle. Nous n'étions que les observateurs de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus patient que tout ce que nous avions pu imaginer. Alors même que les scientifiques pensaient que 3E Atlas avait achevé son passage à travers le système solaire, un phénomène impossible est apparu dans les derniers modèles de trajectoire. Sa trajectoire, initialement prévue pour contourner le Soleil et disparaître dans l'espace profond, avait subtilement mais significativement changé. Au lieu de poursuivre sa course vers l'extérieur, elle s'était légèrement déviée vers le système solaire interne. Il ne s'agissait pas d'une anomalie gravitationnelle. Les calculs étaient rigoureux. Les vecteurs le confirmaient. L'Atlas à 3 yeux, désormais silencieux, désormais sombre, avait changé de cap, mais pas au hasard. Sa trajectoire modifiée traversait une zone spécifique entre la Terre et Vénus, une zone connue pour sa dynamique gravitationnelle stable, mais aussi, curieusement, l'une des rares régions où plusieurs satellites terrestres avaient récemment signalé des interférences intermittentes. La NASA a d'abord attribué ce changement de trajectoire à une erreur d'observation. Mais lorsque 3 stations radars spatiales distinctes, Goldstone, Arecibo et le réseau rapide chinois ont confirmé cette modification, la situation a basculé. Puisqu'aucune comète ne modifie sa trajectoire après être devenue invisible, aucun objet naturel ne se dirige vers une zone de faible détection. Et assurément, aucun être non intelligent n'effectue une manœuvre avec une telle précision chirurgicale, à moins, bien sûr, qu'il n'ait jamais été prévu qu'il parte, mais qu'il reste. Tandis que les ingénieurs et les astronomes s'efforçaient de rétablir le contact optique avec l'Atlas des 3 yeux, une découverte d'un tout autre ordre se déroulait dans un laboratoire du MIT. Un système d'intelligence artificielle neuronale y avait été alimenté par des téraoctets de données spectroscopiques issues du Webb et des observations de Gemini, non pas pour détecter des éléments, mais pour rechercher une structure. Et il en a trouvé une. La visualisation temporelle des émissions de nickel et de dioxyde de carbone corrigée des variations rotationnelles a révélé une hélice multidimensionnelle, une structure sinueuse inscrite dans la série chronologique des émissions. De prime abord, cela semblait dénué de sens, mais, comparé aux premières structures biologiques terrestres, une ressemblance troublante est apparue. Des brins d'ARN primitifs, certes non identiques, mais présentant des parallèles géométriques, des récursions, des repliements et des proportions suffisants pour interpeller les biologistes moléculaires. Et si 3E Atlas ne se contentait pas d'expulser du gaz? Et s'il libérait une structure biologique codée? Pas vivant, pas des cellules, mais quelque chose de plus ancien, une sorte de modèle, une transmission non pas sonore, mais chimique, comme une graine emprisonnée dans l'ambre, attendant le milieu propice pour germer. Et si la Terre, Mars ou un point précis du système solaire était déjà prédisposé à recevoir ce code? Alors que les chercheurs s'efforçaient de rétablir le contact visuel, une expérience de détection radar fut menée, une procédure standard de suivi d'objets spatiaux. Mais cette fois, le signal ne provenait pas de l'orbite terrestre basse, mais d'une direction inattendue, la face cachée de la Lune. Il ne s'agissait pas d'un écho classique. Le signal est revenu 0,23 secondes trop tôt,
et présentait des artefacts spectraux ne correspondant pas à la forme d'onde originale. Dans un premier temps, l'anomalie fut attribuée à des irrégularités de surface, mais elle se reproduisit ensuite à plusieurs reprises. Lors de 3 tentatives consécutives, le signal renvoyé était non seulement déformé, mais aussi modulé selon un motif précis. Ce motif présentait le même intervalle de temps que les impulsions enregistrées par 3 stations d'observation lunaire quelques semaines auparavant. C'est alors que les archives de données lunaires furent consultées et une découverte terrifiante fut faite. Lors du passage d'Oumuamua en 2017, des modulations similaires avaient été faiblement enregistrées aux mêmes coordonnées. Le motif était réapparu. Il ne s'agissait pas d'une comète de passage dans un système solaire. C'était un système qui réagissait à quelque chose qu'il reconnaissait. Et maintenant, la Lune renvoyant des fréquences extraterrestres, une nouvelle possibilité se dessinait. Cet atlas de 3E n'était pas un intrus, c'était un déclencheur. Et ce qui était enfoui sous la croûte lunaire venait d'être activé. 2 semaines après la panne brutale de 3E Atlas, le télescope James Webb a discrètement repris ses observations programmées du champ profond. Mais quelque chose avait changé. Plusieurs cibles, quasars lointains et exoplanètes, présentaient des anomalies de fond. Non pas dans les étoiles elles-mêmes, mais dans le milieu interstellaire. Faible variation rythmique de luminosité, flux de basse fréquence. Synchronisées, ces anomalies formaient une série répétitive, 7 impulsions suivies de silence, puis 7 autres. Alors que les scientifiques analysaient ces événements à travers les coordonnées galactiques, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Chaque ligne de visée traversait un couloir aligné sur la trajectoire de 3I Atlas. Conclusion. 3I Atlas n'émettait pas simplement un signal. Il faisait partie d'un relais, d'une chaîne, d'une balise ou pire encore, d'un compte à rebours. Et ce compte à rebours avait déjà commencé. S'agissait-il d'un avertissement ou d'une activation? Nul ne le savait. Mais une chose était claire, l'événement n'était plus local. Son impact s'était propagé à l'échelle galactique. Nous voici donc au bord de l'invisible, percevant les échos d'un protocole que nous n'avons jamais déclenché. Et pourtant, c'est à nous qu'on répond. Nous pensions être seuls car nous n'entendions aucune voix. Nous supposions que le silence était synonyme de sécurité et le vide, d'absence. Mais nous savons maintenant que c'était faux. Le télescope James Webb n'a pas seulement détecté un objet étrange. Il a enregistré l'exécution d'un programme, une trajectoire trop parfaite, une chimie trop précise, une fréquence trop régulière. 3E Atlas ne diffusait pas un message. Il exécutait une séquence. Une séquence qui a modifié la gravité environnante. Une séquence dont l'écho nous est revenu de la Lune. Une séquence qui a déclenché des secousses électromagnétiques au cœur même de notre planète. Et maintenant, nous sommes confrontés à la vérité inavouée. La vérité qui se glisse entre les mailles du filet des rapports officiels et se murmure jusque dans les laboratoires nocturnes. Ce n'était pas notre premier contact. Il se pourrait même que ce ne soit pas un contact du tout, car cela ressemble moins à une communication qu'à un réajustement. Et si Atlas n'avait pas été conçu pour nous captiver, mais pour éveiller autre chose? Et si, au lieu d'explorer, il était venu cocher une case, livrer un code, tester une connexion, vérifier qu'un réseau dormant fonctionnait encore? Et une fois cela fait, il s'est simplement arrêté. Il n'est pas reparti. Il s'est fondu dans le silence, dans le système, dans les recoins que nous n'explorons plus. Et c'est là l'horreur ultime. Non pas d'avoir vu quelque chose de vivant, mais d'avoir été témoin de la mécanique d'une chose bien plus ancienne accomplissant une tâche que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Et maintenant, quoi qu'il arrive ensuite, son cours a été mis en branle bien avant que nous construisions notre premier télescope. Abonnez-vous, car le prochain objet ne vous préviendra pas. Il arrivera tout simplement. Activez les notifications pour être informé dès que le ciel répond. Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que l'espace est vide. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que 3I Atlas marque le début ou la suite de quelque chose qui nous a échappé? Car parfois, les découvertes les plus troublantes ne sont pas celles que l'on voit, mais celles qui attendaient que l'on ouvre les yeux.